beaucoup, Kamar Initiative. Je m'appelle Andilia Mohamed Abderrahman. J'ai fait une thèse sur l'écologie végétale, plus particulièrement sur la phytogéographie, où j'ai étudié tout ce qui pousse sur l'île depuis 0 mètre d'altitude jusqu'au sommet, des points culminants, notamment le Karthala et la Grille. Et je suis la fondatrice de l'herbier national, où nous sommes là maintenant, depuis 2010. Et j'enseigne ici à l'université tout ce qui est travaux pratiques et dirigés sur l'écologie végétale appliquée, la biologie végétale. Je suis aussi chef du département environnement et écotourisme de la commune de Moroni, où je coordonne la reforestation urbaine qui va être lancée bientôt. Les travaux ont commencé, mais on va lancer d'ici mercredi, plus tard. Ça, c'est pour répondre aux 3 conventions de Rio. Concernant mes travaux de recherche en doctorat, j'ai élaboré la carte de la végétation de l'île, la typologie en suivant les normes des phytogéographes. Et j'ai obtenu en tout 12 formations végétales dans 6 domaines, dont 4 domaines qui étaient plus concentriques et 2 domaines qui ne le sont pas. Et parmi les résultats, j'ai trouvé des zones de refuge. Pourquoi on a la végétation actuelle? Pourquoi on a des espèces endémiques, vu que c'est une île qui a apparu à l'ère quaternaire, contrairement aux autres. Pourtant, on trouve encore des espèces endémiques. Pourquoi? Parce que justement, j'ai trouvé le pourquoi, c'est la présence des zones de refuge. J'ai trouvé aussi comme résultat que par exemple la forêt de Karthala et la forêt de la Grille formaient un bloc de forêt, mais c'est le climat qui a séparé les deux. Et là, on a maintenant le massif du Karthala et le massif de la Grille, mais avant c'était un bloc. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de preuves en fait sur ça, qui montrent que c'est effectivement un bloc. Et j'ai trouvé aussi de nouvelles espèces, pas pour la science, mais pour l'île. Des espèces qui ont été décrites dans les autres îles de l'archipel, comme Mayotte surtout, et les chercheurs ont dit qu'ils sont absentes dans les autres îles, pour le cas de l'île de Ngazidja par exemple. Et en tout, il y en a 19. J'ai aussi observé qu'il y a des espèces qui sont presque éteintes, ou disons rares, car avec l'inventaire que j'ai effectué du nord au sud, est vers l'ouest, de 0 mètre jusqu'au point culminant, je n'ai pas trouvé ces espèces-là. La preuve que ces espèces ont existé avant, c'est seulement au muséum, dans l'herbier du muséum de Paris, où ils ont été collectés ici aux années 50 ou avant, même aux années 1800 par Humblot. Et actuellement, certains on les trouve à Mayotte, mais d'autres pas du tout, puisqu'ils étaient observés seulement ici. J'ai trouvé aussi qu'il y a des espèces plutôt constantes, c'est-à-dire qu'on peut le trouver que ce soit en forêt humide ou en forêt sèche. Par exemple, l'espèce la plus connue, c'est Mwanga Nuxia pseudodontata. C'est une espèce constante qu'on trouve en même temps dans les formations sèches et humides. J'ai trouvé aussi d'autres espèces constantes, mais dans la végétation subhumide et humide, comme la plante la plus importante en densité, le Mrinkuni, le bois rouge, le Maniac moransis. Et sinon, dans les autres résultats, j'ai décrit 6 formations végétales qui n'ont jamais été décrites avant. Parmi les 12 formations végétales que j'ai pu observer.
et mis sur la cartographie. Du coup, j'ai la carte de la végétation la plus complète qui existe sur les Comores pour le cas de l'île de Ngazidja, premier. J'espère continuer sur les autres îles. Bon, dans cette carte de végétation, il y a les 6 formations végétales qui faisaient défaut pour les cartes qui ont été élaborées par les auteurs qui ont passé ici avant, dans les années 90, etc. D'accord. Les aires géologiques, il y a l'ère primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Quaternaire, c'est le dernier. Hein, et là où nous sommes actuellement. Et l'île de Ngazidja, on sait tous que les Comores sont apparus après la dislocation de Madagascar et l'Afrique. Peut-être que si Madagascar n'était pas écarté de l'Afrique, on ne serait jamais apparu. On vient des éruptions volcaniques, plutôt océaniques. Et après, il y a eu Mayotte qui est apparu en premier. D'ailleurs, parmi les résultats, j'ai constaté que c'est vrai que Mayotte est apparu en premier, à part qu'on peut vérifier à partir du sol, la qualité du sol, etc. Mais en termes de végétation, les plantes, ça peut prouver, car j'ai trouvé comme quoi les plantes qui se trouvent en Ngazidja, malgré la distance entre l'île de Ngazidja et Madagascar, par rapport à l'Afrique, c'est à peine 300 km, par contre jusqu'à Madagascar c'est 600 km. Pourtant, les plantes qui se trouvent en Ngazidja, la plupart viennent, le 3/4 vient de Madagascar. Bien que c'est l'Afrique qui est à côté de Ngazidja. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après la dislocation du Gondwana, de Madagascar et l'Afrique, il y a Mayotte qui est apparu. Mayotte a reçu les plantes, la biodiversité de Madagascar. Donc, après, c'est Anjouan qui est apparu. Donc, les plantes sont parties de Mayotte vers Anjouan. Donc, Mayotte a servi de pont pour que la biodiversité malgache passe de Mayotte vers Anjouan. Anjouan est tout près de Mayotte. Et puis, Moélie est apparu. Donc, la végétation ne vient pas de l'Afrique, qui est loin, mais d'Anjouan. Et Anjouan a reçu de Mayotte. Mayotte a reçu de Madagascar. Et après, Ngazidja est apparu au quaternaire, en dernier. Mais c'est Moélie qui est à côté, par rapport à Madagascar. Donc, Ngazidja a reçu la végétation de Moélie. Et après, c'est le entière qui est venu de l'Afrique. La preuve, ce sont les espèces des mangroves, les palétuviers. Les palétuviers, j'en suis sûre parce qu'il y a des espèces natives de l'île de Ngazidja qui sont absentes dans les autres îles. Par exemple, une espèce qui s'appelle Wikefalkia turaea. Cette espèce est présente en Mozambique, dans l'Afrique de l'Est, et non dans les autres îles. Ce qui veut dire que c'est une espèce qui vient de l'Afrique. Pourtant, les plantes qui sont dans la forêt humide, en milieu du Kartala et de la grille, la plupart viennent de Madagascar, car ils sont absents en Afrique. Donc, ce qui prouve que, bien qu'on est à côté de l'Afrique, mais la plupart des espèces viennent de Madagascar. Toutefois, il y a des espèces comme le mrinkuli, le Oenmania comorensis, le bois rouge, qui vient sûrement du nord. Du nord vers de l'Inde, je ne sais pas où, Seychelles, etc., vers les Comores. Pourquoi? Il y a Oenmania comorensis ici, mais il y a aussi Oenmania madagascarensis à Madagascar. Mais j'en suis sûre que ça vient du nord, car il y a des Oenmania en Afrique. Depuis Mozambique, Kenya, etc., ils ont des Oenmania aussi. Comme là-bas, c'est tout près, il y en a beaucoup, c'est sûr que ce Oenmania qui est plein en Afrique, qui en a beaucoup, à l'époque où l'île de Ngazidja est apparue, cette espèce était bien répartie dans le littoral, dans l'Afrique de l'Est. Du coup, ça peut prouver que ça vient d'ici et non de Madagascar. Et d'autres espèces comme ça,
qu'on arrive à prouver facilement dans la biogéographie des espèces. On voit bien que ça vient de l'Afrique, mais il y en a très peu. Bon, c'est tout simplement le fait que dans un pays comme en Afrique, comme Afrique du Sud ou Madagascar, il y a des genres qui sont endémiques. C'est-à-dire, par exemple, Dripetes comorensis, Mzikulu Amadjin. Dripetes, c'est le genre. Ici, aux Comores, il n'y a pas de genre endémique, mais c'est l'espèce qui est endémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont des genres endémiques, comme à Madagascar, ce sont des plantes qui sont là avant leur quaternaire, il y a trop longtemps. Du coup, ils se sont adaptés jusqu'à devenir endémiques. Et du coup, les espèces qui dérivent de ce genre-là, ils sont tous endémiques aussi. Nous, pour les Comores, comme on vient d'apparaître, par rapport aux autres pays de l'océan Indien, c'est seulement l'espèce qui est endémique. Par exemple, si je dis le Dripetes n'est pas endémique, mais c'est Comorensis qui est endémique. Pourquoi? C'est ce que je viens de dire pour le cas de l'île de Ngazidja où j'ai bien travaillé. J'ai remarqué qu'il y avait des zones de refuge. Comment ces zones de refuge sont apparues et pourquoi? Alors, l'île de Ngazidja a subi des coulées de lave pendant des milliers d'années. Et les coulées de lave ravageaient presque toute la végétation. Mais en descendant, ils laissaient quand même des zones. Et ce sont ces zones-là qui sont les plantes qui sont restées pendant des milliers d'années pour s'adapter avec la chaleur, leur isolement, etc. Ils ont changé de caractère. Je peux prendre l'exemple de Mrimuru, le Teclea boviniana, Mrimuru Amadjin. Alors, ce sont justement ces plantes de djinn qu'on appelle ici, qui sont les plantes des zones de refuge. Le temps qu'ils ont passé, le temps que ces plantes-là ont passé dans ces zones de refuge, ils se sont adaptés et développé d'autres caractéristiques. Et du coup, ces caractéristiques-là ont permis de donner cette spécificité et dire que voilà, ces plantes-là sont endémiques des Comores car ils ont développé d'autres caractères qui sont différentes de leur origine il y a très longtemps. Donc là, c'est ce qui fait que c'est ça l'ère des végétaux. Par contre, ce qu'on appelle exotiques, ce sont les plantes qui sont apparues après l'arrivée de l'homme. Du coup, après l'arrivée de l'homme, pour le cas de l'île de Ngazidja, il y a par exemple les goyaves rouges, Psidium cattleyanum, il y a le Clidem yairta, qu'on appelle ici en comorien désiré, etc. Ils sont apparus après, mais ils sont devenus envahissantes parce qu'ils ont développé une sorte d'adaptation, tout simplement, qu'on appelle ça des accommodas, juste pour s'adapter et ils sont en train de prendre la place des autres plantes natives, qu'on appelle aussi indigènes, natives ou endogènes. En 2002, j'avais l'atlas des zones côtières, je ne sais pas, qui a été publié et qui a montré qu'il y a à peine 5 mangroves pour le cas de l'île de Ngazidja. En 2012, on a commencé à voir ici à l'herbier, travailler avec des stagiaires, etc. pour leur mémoire. On a constaté qu'il n'y avait pas que ça, on est allé jusqu'à 12. Alors on est passé dans la télédétection, sur le traitement des images satellites. Et on a développé une sorte c'est une petite formule qui nous a permis de voir les zones humides, c'est-à-dire les zones où il y a de l'eau sur les surfaces qui sont plutôt émergées. Alors, quand on a vérifié, on est allé sur les lieux, on a trouvé que c'était des mangroves qui n'ont jamais été recensés avant. Donc, on a décrit ces mangroves, mais qu'est-ce que j'ai constaté?
c'est que ces sites-là, il y a en tout 23 localités sur l'île qui ont des mangroves. Mais normalement, il ne devrait pas être 23, mais moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les coulées de lave ont brûlé une partie de ces mangroves-là. Du coup, non seulement le type de mangrove a changé, au lieu d'être une mangrove littorale, comme à Urobeni, etc., être carrément à la plage, en contact direct avec la mer, certaines mangroves sont devenues lagunaires. Il y a une séparation entre la mer et ces mangroves-là, et ce sont les coulées de lave qui ont divisé ces mangroves-là. C'est le cas de Simambouani, c'est le cas de Mwambouani, etc. Même Mouela, Samoudi. On voit bien que les coulées de lave ont brûlé une partie des mangroves et certaines sont devenues de tout petites réserves. D'autres sont divisées. Par exemple, à Simambouani, on peut avoir jusqu'à 7 mangroves. Mais j'en suis sûre que ce n'était pas 7, c'était peut-être 2 ou 3. Mais ce sont les coulées de lave qui ont fait qu'on a plusieurs sites de mangroves dans le littoral.